réveil de l'info, c'est Atlantic Radio. Les décodeurs jusqu'à 9h30 et j'accueille Hicham El Bayed, docteur en économie, maître de conférences et consultant. Bonjour Hicham. Bonjour Franck. Comment ça va ? Très très bien. Alors, un décodeur en présentiel dans cette émission, mais alors une émission très riche, puisque tout à l'heure on aura Rally Diani, grand expert en IT, en télécom, à qui on pourra poser plein de questions. Et puis surtout, on sera en direct, en duplex avec Belém, avec Hafid Boutaleb, donc pour parler de la COP30. Absolument. Cette 5G, elle est à la une de l'économiste ce matin. Et puis, on l'a tous vu clignoter sur nos téléphones. Ça vous est arrivé vous avez vu ça arriver ? Oui, tout de suite. 5G qui se marque sur l'écran. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une nouveauté. Et depuis le temps dont on parlait de la 5G ailleurs, entre autres en France, là, ça arrive au Maroc. Il faudrait s'interroger pourquoi maintenant et pourquoi pas hier, et en quoi ça va changer le comportement. Pourquoi maintenant alors ? Pourquoi maintenant, à votre avis ? Maintenant, parce qu'il y a eu déjà 3 mois d'essai, donc bien sûr. Le lâcher de ballon ne s'est pas fait hier, donc il y a eu une période préparatoire pour justement s'assurer que les choses vont dans le bon sens et que cette 5G va justement apporter ce qu'on attend d'elle, plus de vitesse, alors pour reprendre l'expression des spécialistes, plus de vélocité, en termes de latence aussi, parce que quand vous voulez regarder un truc en streaming ou un film ou télécharger une vidéo sur YouTube, la 4G n'était pas tout à fait, j'allais dire, l'outil idéal. Maintenant avec la 5G, c'est plus fluide, c'est plus rapide. Donc en termes de rapidité, c'est ce qu'on attend. De deux, en termes aussi de développement durable, parce que ça consomme moins d'énergie, donc ça aussi il ne faut pas l'oublier, c'est important. Quand on parlait par ailleurs, par exemple pour l'IA, les data centers qui consomment énormément d'énergie, après tout, on se dit, est-ce qu'on est sorti de l'auberge, est-ce qu'on est vraiment dans le développement durable lorsqu'on voit en face effectivement une consommation phénoménale d'énergie. Donc pour la 5G, ça va apporter effectivement cette valeur ajoutée en termes d'économie. Puis aussi, il y a des atouts économiques, industriels indéniables, que ce soit pour le secteur de la santé, pour l'industrie, pour les entreprises, pour notre industrie automobile. De plus en plus, on parle effectivement d'IoT, c'est les objets connectés par Internet. Donc en termes de sécurité, j'ai l'impression que sur les objets connectés, sur tout ce qu'on appelait la domotique, etc., on avait raté un peu le coche quand même avec la 3G puis la 4G, c'était un peu compliqué. Et là, on va avoir un boulevard avec la 5G. Absolument, mais on ne peut pas aller plus vite que la musique. Nous sommes un pays émergent, donc il fallait laisser effectivement le temps au temps, comme on dit. La maturité industrielle ne se fait pas du jour au lendemain, donc il fallait aller crescendo, bien entendu, aller en termes aussi de qualification, parce qu'il y a une dimension indéniable qui est la dimension RH, compétences, montée en compétences, upskilling, reskilling qui est fondamental. Et on ne peut pas juste parce qu'on a la technologie espérer que ça va révolutionner effectivement nos modes d'organisation. Donc il fallait effectivement aller avec une certaine précaution, avec un certain une détermination, j'allais dire un déterminisme, mais une détermination dans le sens où notre industrie automobile a besoin effectivement de cette connectivité, notre industrie aéronautique, le chantier sur lequel nous sommes, les investissements qui ont été faits récemment par le groupe Safran au Maroc, ça augure effectivement une percée phénoménale du Maroc dans le secteur aéronautique, et l'apport de la 5G est fondamental effectivement là-dessus, et puis aussi dans le secteur de la santé. Vous savez que maintenant on peut faire des actes chirurgicaux à distance, et le Maroc est parti dans ce sens-là. Justement, cette histoire de latence est très importante dans le domaine de la santé. Oui. Et donc des actes chirurgicaux, des consultations à distance. Si on élargit un petit peu, on va dire, l'analyse, on regarde ce qui se passe en Afrique par exemple, vous avez plusieurs régions d'Afrique qui aujourd'hui, effectivement, parce qu'elles sont connectées, parce qu'elles sont couvertes effectivement par une 4G ou une 5G, arrivent effectivement à faire parvenir par exemple des sacs de sang, justement, des poches de sang vers des villages où il n'y a pas effectivement ni d'infrastructures routières pour y accéder, et donc avec des drones on arrive à le faire, avec de la connexion aussi, si on part vers un autre secteur d'activité, l'agriculture, et là effectivement pour le Maroc c'est le passage obligé
5G, peut-être par moment on oublie qu'on est encore sous cette épée de Damoclès qui est le stress hydrique, la pluie tarde à venir, notre économie reste encore tributaire de la pluviométrie, à chaque fois qu'on sort un projet de loi de finances, forcément la pesanteur effectivement de la récolte, qu'est-ce qu'elle va advenir, etc. Donc tout ceci fait que par rapport à une 5G, ça pourrait être effectivement une des solutions, ça vous a pas échappé, j'ai utilisé le conditionnel, donc ça pourrait effectivement être la voie salvatrice justement pour mieux optimiser les ressources hydriques, savoir effectivement quelle quantité d'eau pour quel type de culture, pour quelle couverture effectivement agricole, tout ceci effectivement est désormais possible grâce effectivement à la 5G. Ce que vous êtes en train de me dire, Hicham, c'est que finalement la 5G va accompagner tout le développement du Maroc, tout ce qu'on dit, nous, à longueur d'émission dans les décodeurs, il fallait absolument la 5G. Et puis je pense aussi je pense par exemple aux touristes qui viennent, les millions de touristes, les millions de personnes qui viendront assister à la Coupe du Monde, par exemple, en 2030. Bon, ils devaient, comme ça, penser, en arrivant au Maroc, que le Maroc est un pays moderne qui a la 5G. Et tu as bien fait effectivement de soulever la question, parce que ça aussi c'est un objectif derrière la mise en place de la 5G, c'est par rapport à ces méga événements sur lesquels le Maroc s'est engagé. Il y a la Coupe d'Afrique qui arrive incessamment, il y a la Coupe du Monde pour laquelle nous sommes co-organisateurs. Forcément, des touristes qui se sont adaptés et qui ont adopté effectivement des couvertures en termes effectivement de connexion rapide, arrivent au Maroc pour réserver une chambre d'hôtel, pour prendre un taxi, c'est des choses effectivement que nous mettons en avant pour dire effectivement c'est comme ça qu'on va gérer ces méga événements. Alors les méthodes classiques, ça c'est révolu. Les gens sont sur leur smartphone, les gens ils font tout par le téléphone, ils payent leurs factures, ils prennent un ticket de train, ils prennent un billet d'avion, ils font tout par téléphone. Et donc rater le coche par rapport à cela, c'est rater effectivement une occasion phénoménale justement pour booster justement notre connectivité. Et ça s'inscrit par ailleurs justement dans le cadre de la fameuse stratégie Maroc Digital 2030 qui vise justement à arrimer le Maroc par rapport à ce qui se passe le mieux effectivement par rapport à cela, et puis aussi faire du Maroc un hub numérique incontestable. Les investissements colossaux qui sont injectés effectivement pour la mise en place, n'oublions pas que l'objectif c'est qu'on arrive à échéance à 2035 justement à une couverture quasi totale. Déjà on parle de 150 villes marocaines qui vont être couvertes justement par la 5G. Il y a 60% des utilisateurs qui sont déjà connectés parce que leurs smartphones sont compatibles. Oui, c'est vrai, mais ça c'est la grande inconnue quand même, parce que est-ce qu'il ne va pas y avoir un phénomène d'exclusion en tout cas au départ? Alors je ne voulais pas casser l'ambiance dès le départ. Si, cette fracture, c'était trop idyllique. Non, mais c'est trop beau pour être vrai. Non, c'est beau, c'est beau ce qui se passe. On ne va pas passer mon expression de cracher dans la soupe. Il y a une évolution, je ne veux pas dire une révolution, il y a une évolution effectivement par rapport à cela. Le Maroc, à l'instant où nous sommes, a besoin justement d'un booster, d'un game changer qui peut effectivement prendre la forme justement de cette 5G. Bien entendu, la fracture numérique, le côté inclusif justement derrière une 5G, c'est la grande question. Alors Sa Majesté, dans un de ses derniers discours, effectivement, il mettait effectivement en avant justement la nécessité qu'on arrête avec ce Maroc à double vitesse. La fracture numérique va s'intensifier davantage justement avec la 5G, parce que déjà les gens arrivent difficilement à se connecter à la 4G. Alors maintenant la 5G, vous avez des villes qui sont connectées, vous avez des douars qui ne le sont pas, vous avez des régions dans l'arrière-pays effectivement qui sont sous l'emprise justement de cette nécessité d'être connectés. Je crois qu'on va prendre la pause et puis on reprendra tout à l'heure. Oui, bravo, vous pouvez lancer la pub si vous voulez. Ça marche. Et puis on parlera aussi de la dépendance technologique, parce que qui fait la 5G et qui s'occupe de la 5G? Absolument. Donc ça pose beaucoup de questions. La pub tout de suite, puisqu'il est 8h27, et les infos avec Karim Droné, on se retrouve après.
Les décodeurs jusqu'à 9h30. Tout à l'heure, on ira à Belém, à la COP30 avec Hafid Boutaleb. Et je suis avec l'excellent Hicham El Bayed, docteur en économie, maître de conférences et consultant. Hicham, ça va toujours? Oui, très très bien. Et Hicham, aujourd'hui, vous êtes le présentateur de décodeurs avec moi. Et on va accueillir Khalid Ziani. Oui. Bonjour, monsieur Ziani, comment ça va? Bonjour. Ah bah on est très content de vous accueillir. Je sais que vous êtes en France, vous n'êtes pas au Maroc, vous êtes en France. Ça y est, vous êtes... Non, je suis en France. Bientôt au Maroc, mais je suis en France. Expert en IT et télécom. J'ai envie de vous dire, votre téléphone a dû sonner un certain nombre de fois jeudi ou vendredi quand les médias se sont aperçus qu'il y avait un sigle, un logo 5G sur leur téléphone. Allô? Est-ce que vous êtes là? Il est là, il est parti. Non, il est parti. Bon, bah écoutez, on va le retrouver, on va retrouver Khalid Ziani. Voilà ce que c'est. Ça va pas être difficile de le retrouver. Non, on va le retrouver. Bon, nous on parle de la 5G. Il est revenu? Bon, alors vous me dites quand il revient, il est presque 8h45. De toute façon, on est à l'antenne, on parle de 5G. J'aimerais qu'on reparle de cette idée de souveraineté, parce que on produit pas de la 5G, on n'est pas... comment ça se passe? Oui, par rapport à ce pont, on va dire, de l'économie, le numérique, le digital, le Maroc, il fait des pas, on va dire, quantitatifs, qualitatifs, effectivement, dans ce sens. La stratégie Maroc Digital 2030, effectivement, a pour finalité, entre autres, justement, de disposer le Maroc de cette souveraineté numérique, de faire du Maroc un hub numérique. Tout à l'heure, j'allais citer le chiffre 12 000 km de fibre optique. Il est revenu avec nous, Khalid Ziani. Monsieur Ziani, on vous a retrouvé, vous n'étiez pas perdu. Oui. Non, c'est les péripéties des réseaux télécoms. Voilà. Et vous êtes aussi mal loti que les autres, finalement. On ne sait pas, quand il y a une communication, c'est les deux sens qui peuvent être compromis. Alors, j'étais en train de vous dire, votre téléphone a dû biper, sonner un certain nombre de fois quand les médias se sont aperçus qu'il y avait le logo 5G sur le téléphone. Bah, il est parti. Écoutez, voilà. Bah, écoutez, on n'a pas de chance, on est en direct et on est avec un spécialiste, un expert en IT et télécom. Et ça coupe tout le temps. Alors, je ne sais pas ce qui se passe là. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il doit y avoir un petit problème avec son téléphone. Bon, on continue à parler de cette histoire de souveraineté qui est importante, puisqu'on la met souvent en avant en ce qui concerne le numérique. Évidemment, les travaux concernant la 5G étant tellement importants, on a fait appel à des sociétés étrangères. Bon, il y a des pays où ça a même posé des problèmes. Mais ici, ça s'est plutôt bien passé. Parce qu'il y a une stratégie du fort. Voilà. Oui, parce que tout d'abord, ça a été approuvé en conseil de gouvernement. Ça veut dire qu'on n'est pas venu défricher à partir d'une feuille blanche ou agir à l'improviste parce qu'on a senti qu'on était en retard et il fallait rattraper le temps. Non, ça s'est construit correctement. Il y a, bien entendu, des garde-fous à Alors, on a retrouvé Khalid Ziani. C'est ça la radio, vous savez, et c'est pour ça qu'on aime ça d'ailleurs. Khalid Ziani, on est en train de parler de souveraineté en fait. On est en train de parler de 5G. Moi, j'ai l'impression que la souveraineté s'arrête là où commence la 5G. Est-ce que c'est pas un peu fort comme Non, en fait, c'est plutôt, on parle souvent de souveraineté et on galvaude ce terme. Voilà. Alors que dans le monde numérique et dans le monde des télécoms, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de législation locale, et donc c'est un monde qui est complètement ouvert. Alors, quand on parle de souveraineté, il faut plutôt parler de dépendance, d'interdépendance. Voilà, donc c'est plutôt ces termes-là qu'il faut utiliser. Alors, pour qu'on comprenne bien, parce que vous êtes un spécialiste, on a dû vous poser la question 15 000 fois, mais qu'est-ce que la 5G change réellement par rapport à la 4G? Pour les auditeurs qui nous écoutent. Oui, pour les auditeurs, c'est très simple. La 5G, c'est à peu près 10 fois la vitesse de la 4G, ce qui rend accessible beaucoup d'applications, notamment vidéo, streaming,
et autres. Et la deuxième caractéristique, c'est la latence. La latence, c'est le temps de cheminement du signal entre l'antenne télécom, votre terminal, et le cœur de l'opérateur. Et cette latence, pour la 5G, elle est considérablement réduite, ce qui permet en fait des applications en temps réel, donc des applications qui ne nécessitent pas de ce temps de latence. Et toutes les applications en temps réel, comme la voix par exemple, celle que j'utilise actuellement, ou une chanson par une chorale à distance, un orchestre qui joue une symphonie à distance, tout cela va être permis grâce à la technologie 5G parce que cette latence est très très faible. Dites-moi, si ça va plus vite, ça veut dire qu'on va consommer plus de data quand même? Exactement. En fait, c'est la principale remarque qu'il faut faire. En fait, le lancement de la 5G s'accompagnera d'une augmentation de la consommation de data dans un laps de temps beaucoup plus court. Et vous faites bien d'annoncer cela, de citer ce problème, parce que les trois opérateurs, notamment au Maroc, ont annoncé le lancement de la 5G avec le maintien des offres de prépayés, par exemple de recharge, de prix de recharge et autres, mais avec des montants de recharge équivalents, 50 dirhams, 7,5 gigas, et ça, c'est pas possible avec la 5G. Les 7,5 gigas vont être consommés en moins de 10 minutes. Donc, il va falloir adapter les offres, et je les incite à le faire, en augmentant ce quota de gigas associé aux offres prépayées. Et sachant qu'au Maroc, 80% des abonnements sont prépayés. Donc c'est une vraie caractéristique sur laquelle il va falloir que les trois opérateurs travaillent. On vient de lancer une alerte là, à mon avis. Là, on vient de lancer une affaire qui va faire travailler beaucoup de journalistes dans la journée. Et c'est vrai. On en parlait tout à l'heure. Hicham, si vous avez une question à poser à M. Ziani, allez-y. Tout à l'heure, on parlait avec Hicham justement de la 5G qui devrait arriver donc sur tout le territoire, mais est-ce que le Maroc est technologiquement prêt à accueillir la 5G sur ce territoire qui souvent a été compliqué à couvrir avec d'autres systèmes? En fait, la 5G suppose un soubassement de déploiement de fibre optique. La 5G ne peut être déployée que sur de la fibre optique. Les antennes télécom se branchent sur des réseaux de fibre optique. D'accord. Et notre problème au Maroc, c'est le manque de réseaux fibre optique pour couvrir tout le territoire. Et nous n'avons pas eu de stratégie réellement efficace pour couvrir le territoire. Pour plusieurs raisons, je vous les citerai plus tard. Mais donc, en fait, le vrai défi à l'heure actuelle, puisqu'on a bien lancé la 5G sur les grandes villes et les zones de match, les villes de match notamment, pour pouvoir accueillir décemment la Coupe d'Afrique des Nations et ensuite la Coupe du Monde. Mais la stratégie de déploiement va être une stratégie de déploiement de la fibre optique. Et donc, c'est le curseur sur lequel il va falloir mettre l'accent. C'est est-ce que la fibre optique couvre bien toutes les régions du Maroc, y compris les régions non denses, qui ne sont pas rentables pour les opérateurs, et sur lesquelles les opérateurs n'investissent pas compte tenu de leur modèle économique. Donc il va falloir articuler les aides de l'État via les régions, notamment, pour les désenclaver, et le fonds de service universel pour déployer cette fibre. Et dans notre modèle de fonctionnement, il va falloir introduire plus d'opérateurs d'infrastructures qui ne font que de l'infrastructure. J'allais vous poser la question. J'allais vous poser la question. Qui développe cette fibre optique en fait? Qui installe cette fibre optique? Dans les autres pays, ce sont des opérateurs d'infrastructures. Et dans les pays avancés, ces opérateurs d'infrastructure signent des contrats avec les régions pour permettre un déploiement rapide et pour permettre surtout une équité dans le déploiement vers les régions pour les désenclaver.
Et au Maroc, malheureusement, la réglementation ne permet pas aux régions de commander à des opérateurs d'infrastructures du déploiement d'infrastructures. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous devons avancer. Dans le cadre, par exemple, des SRM, les sociétés régionales multiservices, il faut leur donner l'attribution de déployer des réseaux de fibre optique. Et ça, dans ce cas-là, nous aurons en fait les déploiements de réseaux d'électricité, d'assainissement, mais également les réseaux de fibre optique. Et il y a une synergie à déployer ces réseaux entre eux. Khalid Ziani, une question de notre décodeur, docteur en économie, Hicham El Bayed, tout de suite. Oui, monsieur Ziani, bonjour. Alors j'essaierai de vous ramener sur un autre terrain par rapport justement à la création d'emplois ou la destruction d'emplois qui serait générée effectivement par la 5G. Est-ce que vous ne voyez pas avec moi que la mise en place justement de cette 5G dans des secteurs qui sont les nôtres, on parle de secteurs mondiaux, l'automobile, l'aéronautique et j'en passe, des secteurs qui risquent d'être upskillés justement grâce à la 5G, est-ce que ça risque pas d'enfoncer davantage la constatation qui est celle de dire que nous ne créons pas assez d'emplois, même si nous investissons de plus en plus dans des secteurs comme l'automobile, l'aéronautique? Est-ce que la 5G ne risque pas effectivement d'enfoncer le clou par rapport à cette incapacité de l'économie marocaine à créer de l'emploi, même si on ouvre la perspective effectivement à des avancées technologiques comme la 5G? En fait, la question de l'emploi, il faut la prendre autrement. L'emploi est une résultante. On ne peut pas fixer l'emploi comme un objectif de politique. Donc il faut plutôt réfléchir à comment stimuler l'emploi, comment élargir les bassins d'emploi, comment généraliser l'emploi. Et pour cela, il faut libérer les secteurs qui sont verrouillés. Et nous avons des secteurs malheureusement trop verrouillés au Maroc, dont le secteur des télécoms. Si nous libérons le secteur des télécoms, cela créera des milliers d'emplois. Je peux vous le garantir, rien que pour déployer la fibre optique sur tout le territoire du Maroc, nous pourrons employer plusieurs milliers d'emplois, plus les milliers d'emplois induits que les zones desservies par la fibre optique ou par la 5G vont générer des sources de revenus qui vont permettre d'ancrer les populations dans leur territoire, de permettre à ces populations de trouver d'autres sources de revenus, comme le tourisme, comme de s'ouvrir au monde, l'accès au savoir, l'accès à la médecine, l'accès à la télémédecine. Donc tout cela, ça va créer des emplois. Mais il ne faut pas penser que l'emploi se décrète. L'emploi ne se décrète pas. Il faut libérer les secteurs qui sont trop verrouillés, comme les télécoms, comme la finance. Les banques sont beaucoup trop verrouillées. Donc sur ces deux secteurs... Vous avez raison, Khalid Ziani, il faut déverrouiller. De toute façon, on le dit souvent dans les décodeurs, il faut déverrouiller. Je vous remercie, c'est déjà terminé. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur cette 5G. C'est un sujet très intéressant et vous l'avez rendu évidemment passionnant. Merci Khalid Ziani, bonne journée et merci d'être passé ce matin dans Atlantique Matin. On écoute la pub, ensuite les infos et puis on revient et on sera en direct avec Belém à la COP30. Deuxième sujet pour aujourd'hui, c'est la COP30. Aujourd'hui s'ouvre à Belém, au Brésil, la COP30, la grande conférence mondiale sur le climat. 2 semaines de négociations pour tenter d'accélérer la mise en œuvre de l'accord de Paris dans un contexte où les signaux d'alerte se multiplient partout sur la planète. Le Maroc, lui, arrive à cette COP avec une nouvelle feuille de route climatique, énergétique, environnementale. Sa NDC 3.0, un plan ambitieux qui prévoit de réduire jusqu'à 53% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. C'est vrai qu'on parle de COP30, on s'est même permis la semaine dernière de demander si cette COP30, si la COP était encore quelque chose d'utile, mais la COP30, la COP en général, c'est tellement important pour un pays comme le nôtre. Oui, c'est tellement important pour un pays comme le nôtre qui est dépendant de sa facture énergétique. Donc il est fondamental qu'on cherche des alternatives propres, durables, viables. Et nous sommes partis dans ce sens-là, déjà avec les fameux
espaces Nour 1, Nour 2 pour produire de l'énergie photovoltaïque. On va en parler avec Hafid Boutaleb, qu'on va retrouver à Belém dans quelques minutes, mais c'est vrai. Et puis il y a cette transformation qu'on ressent du temps, de la pluviométrie, de l'ensoleillement, enfin tout ça, ce sont des choses que nous on ressent. C'est très important pour le commun des mortels. Vous posez la question, vous sortez de... Non, c'est peut-être bête de dire ça, mais... mais c'est une réalité qui s'impose. Même dans des villes comme Casablanca. Cette question de réchauffement climatique ou de dérèglement climatique, pour les plus, on va dire, les plus sceptiques, disons que la réalité, elle est là, elle nous rattrape. On a beau peut-être pencher du côté de la doctrine de Monsieur Donald Trump pour dire, effectivement, c'est pas acté, c'est pas vrai que nous sommes sur un train de réchauffement climatique, mais la réalité, elle est là, elle nous rattrape. Mais en tout cas, pour le Maroc, je crois investir dans l'énergie propre, c'est une solution à plein de mots avec AUX, effectivement, dont nous souffrons, à commencer déjà, effectivement, par notre dépendance énergétique. Ça nous coûte cher au niveau de la balance des paiements. Et puis aussi, en termes de stratégie, effectivement, revoir notre mix énergétique, s'assurer, effectivement, que nous soyons, justement, dans cette souveraineté énergétique, que nous dépendions de moins en moins, effectivement, de nos importations. On a vu ça avec la crise en Ukraine. C'est encore le cas. C'est encore le cas au niveau de l'énergie. Oui, donc disons que la facture énergétique, ça a toujours été j'allais dire, une épée de Damoclès, pour ne pas dire un talon d'Achille, effectivement, dans la stratégie et la politique industrielle au Maroc. Le fait, effectivement, de disposer de gisements propres, viables et durables en termes d'énergie, ça c'est pour, encore une fois, revoir à la baisse notre coût de revient par rapport à l'énergie, qui est fondamental dans le calcul, effectivement, et la compétitivité et l'attractivité du Maroc en termes d'IDE. De deux, investir dans l'énergie propre, c'est aussi dans l'hydrogène vert. Et le Maroc, effectivement, cherche à se déployer, peut-être même en termes de hub, mais en même temps aussi de plateformes d'exportation d'énergie propre vers des partenaires européens. Et troisième point, c'est aussi par rapport à l'histoire de la décarbonation. Vous savez qu'avec nos partenaires européens, c'est devenu une condition sine qua non pour pouvoir exporter en Europe. C'est clair. Et donc, investir dans une espèce de stratégie verte, effectivement, en matière d'énergie, c'est aussi investir dans la stratégie et, j'allais dire, la compétitivité des exportations marocaines. Et je crois que c'est tout bénef. On investit, on essaie d'optimiser pour récolter très rapidement notre retour sur investissement. On essaie de l'afficher aussi parce que c'est, en termes de marketing et des territoires, c'est important que le Maroc, effectivement, miroite justement cette stratégie, particulièrement vis-à-vis des partenaires européens. Donc je crois que tout l'investissement que nous faisons ne part pas vainement. Il est effectivement sur la bonne voie. Il y a une vision, il y a une stratégie, il y a une espèce de circonférence, on va dire, pour pouvoir attirer un maximum d'investisseurs, un maximum effectivement de partenaires justement dans la mise en place de ces stratégies. Et la COP30 et la tribune, toutes indiquées justement pour le Maroc, pour pouvoir afficher cette stratégie. Alors ça tombe bien, on a un envoyé spécial à Belém, à la COP30. Oui, c'est vrai. Hein. Ouais. C'est bon pour le duplex. On va retrouver en direct Hafid Boutaleb, en direct de Belém au Brésil. Il est 5h12 au Brésil. Bonjour Hafid. Bonjour Franck. Merci d'être là aussitôt avec nous dans les décodeurs. Oui, il est bientôt ici à Belém, vraiment très tôt. Alors, c'est assez génial de te parler alors que tu es à Belém pour suivre cette COP30. Avant de parler de la COP30 et des défis, des enjeux de cette COP30 et aussi de ce que va proposer le Maroc aussi pendant cette COP30, j'aimerais que tu me racontes un peu ton voyage parce que j'ai eu l'occasion de le dire pendant la matinée, mais Belém, c'est pas Rio, hein. Oui, alors justement, Belém n'est pas Rio. Alors moi, j'ai pas atterri à Rio, j'ai atterri à Sao Paulo parce qu'il y a un vol direct entre Casablanca et Sao Paulo et c'est une ville assez impressionnante, 15 millions d'habitants, seulement 200 000 en 1900. Donc c'est une ville qui a bondi, qui était une petite ville il y a à peine 120 ans et qui est aujourd'hui la plus importante ville d'Amérique du Sud après Mexico. Et c'est une ville qui se situe à 3000 km au sud de Belém, donc on se rend compte de la taille du Brésil. C'est un pays gigantesque, 220 millions d'habitants. C'est quand même un pays gigantesque avec des affluents de partout, bien évidemment le Portugal d'abord et
et puis le reste de l'Europe, mais aussi le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie. Il y a une communauté importante de Japonais au Brésil, notamment installée à Sao Paulo. Et donc c'est un melting pot aussi d'Amérique du Sud, un peu comme les États-Unis le sont pour l'Amérique du Nord. Et puis on connaît le Brésil à travers le football. Donc c'est un pays rayonnant, hein. C'est un pays où il y a une belle musique très positive. Et la musique aussi, bien sûr. Parlons de la COP maintenant, Afid, parce que tu fais partie de ceux qui sont déjà à la COP. Est-ce qu'on peut résumer en disant quels sont les défis, un peu les enjeux de cette COP 30, la COP numéro 30, hein? Il y a eu 6 objectifs dégagés par la présidence brésilienne de la COP, qui est menée par une ancienne ministre de gauche qui s'appelle Ana Toni, et qui sont donc les suivants. Là, le premier objectif le plus important, c'est la gestion durable des forêts, des océans, de la biodiversité. Vous savez que Belém est à l'entrée de l'Amazonie. L'Amazonie, c'est le poumon du monde et c'est à peu près 5 millions de kilomètres carrés de forêt. Il faut protéger cette forêt. Il faut faire en sorte qu'elle ne devienne pas demain une savane du fait de la déforestation sauvage. Il y a aussi en face de Belém est un estuaire, un des bras de l'Amazone, le plus important fleuve au monde. Donc elle est à l'entrée de l'océan Atlantique et à la jonction entre l'océan Atlantique et l'immensité de la forêt amazonienne. Et donc là-dessus aussi, c'est la question qui se pose sur la préservation des océans. Et de l'autre côté de cet océan, il y a l'immensité du grand désert du Sahara que nous connaissons bien au Maroc, qu'il faut aussi préserver. Donc il y a ces 3 grands ensembles qu'on peut visualiser, ce grand désert du Sahara, l'océan et puis la grande forêt d'Amazonie, qui sont tout autant des ensembles et qui s'équivalent l'un à l'autre, qui ont leur rôle chacun dans la préservation de la vie sur Terre, de la biodiversité. Voilà, c'est le premier objectif qui est fixé par la présidence. Et bien évidemment, il y a d'autres objectifs comme la mobilité durable, la transformation de l'agriculture, avec un meilleur respect du sol, la promotion du développement humain. Donc il y a 6 objectifs principaux déclinés en une trentaine de micro-objectifs clés pour accélérer l'action climatique mondiale et véritablement essayer, mais chaque année on le dit, Franck, et tu le sais très bien, mais essayons dans cette COP modestement de faire bouger l'action climatique mondiale avec des objectifs un peu plus concrets peut-être que ce qui n'a été lors des dernières COP, notamment à Bakou, à Dubaï et à Sharm el-Sheikh. Ouais, mais est-ce qu'on peut être concret sans les États-Unis? Oui, c'est possible, parce que vous savez, les États-Unis, certes, première puissance mondiale, mais ce n'est pas le gouvernement fédéral qui fait les États-Unis. Ce sont aussi la myriade de gouvernements locaux, notamment les 50 États, mais aussi les municipalités, les conseils locaux américains, les villes, une ville comme Los Angeles a son mot à dire et elle-même, à côté de l'État de Californie, dont elle est la plus importante ville, et lui aussi cet État a son mot à dire. Donc les États composant les États-Unis se mobilisent dans cette COP et sont présents pour relayer l'action climatique aussi, parce qu'ils sont conscients. Quand je vous ai parlé de la Californie, c'est bien évidemment un pays qui souffre beaucoup, une région, plutôt un État américain qui souffre beaucoup de la désertification, de la raréfaction des précipitations. Nous le savons, nous aussi au Maroc, il pleut moins, et donc cet État-là est bien présent pendant la COP et d'autres États composant les États-Unis. Donc ce n'est pas parce que l'État fédéral est absent que les États-Unis sont absents. Il y a un sujet important et on en parle depuis tout à l'heure dans les décodeurs, mais c'est le Maroc en fait à la COP 30 et ce qu'on appelle les contributions déterminées au niveau national, le fameux CDN 3.0. Ça va faire l'objet d'une conférence, d'une déclaration pendant la COP 30. Pour le moment, l'agenda véritable de la représentation marocaine menée par Leila Ben Ali, ministre de la Transition énergétique et du développement durable, met en avant surtout cette initiative, celle de porter la jeunesse et la faire associer aux négociations, puisque vous savez qu'il y aura une trentaine de jeunes qui vont participer aux négociations avec les négociateurs principaux et qui vont bénéficier de bourses pour pouvoir faire des études plus approfondies, notamment dans le cadre de doctorat, sur l'impact du changement climatique sur un pays notamment comme le Maroc. Donc il y aura une participation significative de la jeunesse marocaine dans ce processus de la COP30, qui est vraiment véritablement une initiative à saluer. Et là où le Maroc aussi va beaucoup insister, c'est ce fameux fonds pour les pertes et préjudices. Vous vous souvenez, on en parlait lors de la COP à Dubaï, à Sharm el-Sheikh et aussi à Bakou. C'est un fonds qui est censé d'abord profiter aux pays qui sont les plus atteints par le changement climatique, qui se trouvent être des pays du sud global, ce qu'on appelle le sud global. Pourtant, ce ne sont pas des pays qui sont responsables des émissions de gaz à effet de serre, puisqu'ils n'ont pas été ceux qui ont bénéficié de la révolution industrielle qui a plus bénéficié à l'Europe occidentale et à l'Amérique du Nord. Ouais. Et donc, ce fonds-là, qui est censé apporter plus de justice climatique, aujourd'hui manque de mesures
concrètes. Il a besoin d'être opérationnalisé, avoir véritablement un financement qui soit adéquat et une meilleure coordination avec les mécanismes existants. Pour le moment, à Bakou, cela n'a pas été véritablement fait et beaucoup comptent sur la COP30 pour faire avancer ce dossier-là, pour que des pays comme le Maroc puissent profiter de fonds pour qu'on puisse véritablement, que ce soit dans les montagnes de l'Atlas ou dans le désert ou dans les plaines, faire face à ce stress hydrique et à toutes les conséquences liées au changement climatique. Et donc on compte aussi sur le leadership du Royaume, puisque le Royaume a un aura au sein de cette communauté du climat mondial. C'est un pays qui est un des premiers impactés, qui a accueilli la COP22 et qui démontre une véritable volonté avec des mesures concrètes. On le sait, la station Nour, la station de Midelt qui est en cours de construction, les agences spécialisées, que ce soit l'Agence marocaine d'efficacité énergétique, l'IRISEN, l'Institut de recherche en énergie solaire, énergie nouvelle, le MAZEN, le ministère en lui-même. Donc il y a une véritable ossature au Maroc qui travaille pour faire face aux effets du changement climatique et qui travaille pour aussi une meilleure consommation, un meilleur rapport par rapport à l'énergie, parce qu'on importe toute notre énergie, ou l'essentiel, et le reste est bien sûr comblé par ces stations que je viens d'énumérer. Et donc là-dessus, effectivement, il y a un rôle au Maroc que le Maroc doit jouer, et je suis sûr qu'évidemment, dans les 2 prochaines semaines, le Maroc brillera comme il l'a toujours fait lors des négociations pour faire avancer la cause en faveur du Sud global, bénéficier des fonds pour les populations les plus impactées par le changement climatique. Alors 2 petites questions pour finir. Il y a une délégation marocaine importante ? Alors moins importante que les années précédentes. Il n'y aura pas de pavillon marocain. Le pavillon marocain était un centre où les Marocains pouvaient se retrouver, mais aussi surtout, il y avait beaucoup de conférences, beaucoup de contenus, et plusieurs pays se retrouvaient au pavillon marocain pour débattre et suivre l'expérience marocaine qui intéresse au plus haut point, puisque c'est un pays du Sud qui n'est pas un pays considéré comme un pays riche et pourtant qui réalise. Alors il y a des pays qui ont des moyens, qui font proportionnellement moins que ce que fait le Maroc. Mais cette année, il n'y aura pas de pavillon, mais il y aura une forte présence en termes de contenu, avec des side events qui seront réalisés dans des pavillons des énergies renouvelables, le pavillon de l'agriculture durable, et les Marocains seront présents. L'expertise marocaine, qui est très importante à ce sujet, qui va de mieux en mieux, sera bien sûr représentée dans les side events, dans ce qu'on appelle side events, c'est les événements qui sont organisés non pas par la CNUC, donc la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique, mais à l'initiative des États et des organisations. Et ça, c'est très important aussi. Afid, je suppose que tu vas faire un peu de tourisme. Oui, l'espace de la COP est vraiment grand, hein, on passe tout le temps, on se perd un peu. Mais oui, il faut faire du tourisme, il faut aller juste voir un peu l'Amazone. J'aimerais bien voir le fleuve Amazon de plus près. Donc voilà mon objectif. Attention, ne mets pas le doigt dedans, hein. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Non, effectivement. Merci Hafid, je te laisse profiter de ta journée à Belém et suivre cette COP30 avec beaucoup d'occupations, je suppose, toute la journée. Merci beaucoup. Merci à vous. On a envie d'y croire à cette COP, Hicham El Bayed. On n'a pas le choix. Contrairement à celle de Bakou, etc. Ça me fait penser à Jacques Chirac, dont le temps il disait « Nous sommes la dernière génération à prendre conscience qu'il faut agir ». Et donc là, agir, pour le coup, ça devient une nécessité, c'est plus un luxe. La terre brûle. Oui, et puis il y a le feu, dans le sens où nous sommes, je reprends l'idée, nous sommes tributaires de la facture énergétique. Se débarrasser de ce fardeau, c'est aussi libérer les énergies, libérer au sens propre comme au figuré, et puis libérer aussi le Maroc de cette pesanteur qui handicape beaucoup d'entreprises marocaines, particulièrement les PME, qui cherchent effectivement à s'internationaliser, à s'exporter. Et la facture énergétique, si on arrive effectivement à aller vers ce mix énergétique qui va permettre au Maroc de pouvoir disposer d'énergie propre à moindre coût, et c'est ça le plus important, c'est aussi ouvrir la perspective à beaucoup d'entreprises marocaines. Et puis, vous avez remarqué, on en reparlait là avec un film, mais dans ce monde qui est en bouleversement, dans ce monde avec quand même pas mal de conflits, on reparle du Sud global, mais pour parler d'environnement, pour parler d'énergie, pour parler de tout ça. Donc ça, je trouve ça très bien. C'est très bien, en même temps c'est paradoxal, parce que qui pollue le plus dans le monde, c'est pas le Sud, c'est le Nord. Et puis quand on regarde ce qui se passe, et Hafid nous disait tout à l'heure, justement, vous avez des lobbies des énergies fossiles qui lâchent pas le morceau. Donc et c'est ça aussi le revers de la médaille de ces COP. C'est bien que certains pays du Sud global, la Brésil en tête évidemment, mais se battent pour ça aussi.
Oui, mais les lobbies sont là et les intérêts sont là. Le monde est cruel, effectivement. Et d'ailleurs, je ne sais pas qui le disait tout à l'heure, en tout cas je l'ai entendu, vous avez effectivement des lobbies qui se font inviter justement à ces COP pour défendre la cause des énergies fossiles. Et donc ce qui rend effectivement la manœuvre très difficile pour ceux qui plaident, prêchent justement un monde plus propre, un monde plus renouvelable. Allez, on a 2 minutes pour le débat express, rapide. Vous écoutez les décodeurs d'Atlantic Matin. Les débats express. Très chargé en actualité ce matin, donc évidemment vous allez nous pardonner d'avoir dépassé pour ces débats express. Alors, quel sujet? Parce que finalement on avait 2 sujets, mais on parle de quel sujet? Parce que des 2... Pour les 2, mais rapidement. Les 2 rapidement, d'accord. Donc depuis plusieurs semaines, la capitale Bamako se retrouve étranglée. Les convois de carburant sont bloqués. Derrière ces difficultés, l'action du groupe djihadiste Jamaat Nusra al-Islam wa al-Muslimi, JNIM. Alors, pour résumer, c'est un peu l'échec le Mali, parce que les Français, les soldats français sont partis, ont été virés, on peut le dire. En 2022. Ensuite, il y a Wagner qui est arrivé, ce qui s'appelle maintenant Africa Corps. Oui, exact. Et là, c'est un retour de ce qui était de toute façon un danger pour le Mali, pour Bamako, un retour des djihadistes. Oui, c'est encore une fois... Ça en dit beaucoup sur ce qui se passe au Sahel aussi. Au Sahel, exactement. Ça bouillonne et puis on n'est pas sorti de l'auberge. La situation dans les pays de Sahel est inquiétante pour un continent effectivement qui cherche à retrouver les bons pas justement pour pouvoir prétendre à une émergence, à acquérir les lettres de noblesse qui sont les siennes. Alors, le fameux groupe djihadiste qu'on appelle communément le JNIM, Jamaat Nusra al-Islam al-Muslimin, c'est très long. Depuis 15 ans déjà, ils sont sur place. Ils ont cherché effectivement à serrer les taux sur la junte militaire au Mali. C'est pour ça effectivement qu'ils sont partis bloquer justement les livraisons de carburant. Le plus inquiétant dans l'histoire, c'est que l'alliance des pays des États du Sahel, justement avec le Burkina Faso à côté et le Niger, n'a pas fonctionné. Personne n'est venu à la rescousse justement du Mali dans cette mésaventure. Ça veut dire que la situation elle est incendiaire, ça c'est d'une. De deux, Al-Qaïda est toujours présente effectivement sur le continent. Et troisièmement, la présence antérieure de Wagner et maintenant d'Africa Corps, qui est une entité, j'allais dire, qui appartient au ministère de la Défense, en Russie, n'a rien donné. Donc la région semble abandonner son propre sort. Et puis, j'ai envie de dire même beaucoup de bruit pour rien, parce que malheureusement beaucoup de bruit, mais pour des risques majeurs. Vous savez, là où il y a de la pauvreté, là où il y a de l'exclusion, ces nids, ces foyers effectivement du djihadisme retrouvent effectivement le terrain fertile justement pour endoctriner, pour prendre de l'espace. Moi j'étais au Niger à plusieurs reprises et je peux vous assurer que ça ne change pas de décor du côté du Burkina ou du côté du Mali. C'est les mêmes manifestations d'exclusion, de pauvreté, de précarité. Pourtant, c'est des pays qui ont des gisements de matières premières qui sont énormes. Pour le Niger, vous avez l'uranium, vous avez... je vous rappelle que les gisements de matières premières faisaient partie du deal avec Wagner. Donc il y a quelqu'un qui a sorti un bouquin qui s'appelle La malédiction des matières premières, quelque chose comme ça. C'est pour dire effectivement peut-être ces pays-là, s'ils n'avaient pas justement ces matières premières, peut-être personne ne s'intéresserait effectivement à ces pays-là. Mais là effectivement la situation intéresse les terroristes et ça porte un gros problème, on va dire, pour le continent qui se veut plus résilient, plus inclusif. Alors on va laisser notre news sur l'automobile marocaine pour un autre jour. Merci Hicham El Baïd, franchement c'était une émission assez passionnante. On est allé à Belém, on a fait le tour du monde, on a parlé de 5G et on a parlé de 5G avec des sujets très intéressants. Et Khaled Ziani, merci beaucoup, à très bientôt. À très bientôt dans les décodeurs, 9h28.